du coup, ça induit ce que vous nommez être la centralité du travail ou la perte de centralité du travail. Et pour revenir sur l'exemple précédent, au fond, voilà, le loisir, fût-ce des parcs d'attractions ou animaliers, prend une place de plus en plus importante, et ce que vous allez peut-être nous dire, au détriment du travail en tant que tel. Effectivement. C'est-à-dire que quand on parle de perte de centralité du travail, ça veut dire concrètement que pour beaucoup de Français, aujourd'hui, le travail qui était encore central dans leur vie, il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui est relégué au second plan. Dans les têtes, dans la façon d'organiser sa vie. Alors, de manière un peu provocatrice, je dis souvent à des chefs d'entreprise que je rencontre, vous savez, pour vos salariés, la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. C'est comme ça que beaucoup de Français se représentent le calendrier aujourd'hui. Et donc, ça n'aurait pas été le cas il y a 40 ans. On a dit, il y a la semaine de travail, et puis au bout, il y a le week-end. Aujourd'hui, les priorités ont été inversées, donc c'est une tendance qui vient de loin. La crise Covid a accéléré ce phénomène. Non. Et quand je dis que c'est une tendance qui vient de loin, de manière objective, les Français ont raison quand ils considèrent que le travail est moins central dans leur vie qu'il y a 40 ans, parce qu'ils passent moins de temps que par le passé au travail, en tout cas dans l'année. Hein, sur l'ensemble d'une carrière. Vous savez dater. Alors, on a présenté sur cette courbe l'évolution de la durée annuelle effective du travail. Alors, on remonte à plus loin, là, à 75. Donc, on voit clairement des effets de politique publique. La semaine des 39 heures et la 5e semaine de congés payés en 81-82, décrochage. Ensuite, on a la mise en place, tournant des années 2000, des 35 heures. Mais vous voyez que, hormis ces deux moments de décrochage, la tendance historique, et ça même on pourrait remonter à plus loin, est quand même à la diminution de la durée annuelle du travail dans notre société. Et donc du coup, les Français objectivement passent moins de temps qu'avant, premièrement. Et deuxièmement, comme on l'a vu, en termes d'imaginaire, tout ce temps libéré a été, j'allais dire, en grande partie comblé par la consommation et par le développement spectaculaire d'offres de loisirs, d'offres récréatives, de tourisme dans la société. Et tout ça n'est pas sans effet sur, encore une fois, nos représentations, nos imaginaires. Vous savez que les termes sont intéressants à suivre. On parle, et on est ici à la CFE-CGC Métallurgie, on parle aujourd'hui beaucoup d'industrie touristique. Oui. C'est pour masquer le fait qu'on n'a plus beaucoup d'industrie, mais que le tourisme est devenu une véritable industrie, et ça montre le poids, etc. Eh bien tout ça, c'est pas... J'ai pris l'exemple de Beauval, on a parlé de Disney tout à l'heure, on pourrait prendre le cas de nos littoraux également. Les paysages, l'économie, tout aujourd'hui est très fortement structuré par le poids de cette économie touristique. Quelques exemples. Un, en l'occurrence, il y a quelques jours, sur une radio de service public, un matin, un des titres était consacré au fait que la SNCF ouvrait à la réservation ses trains pour la période estivale. Oui. Donc l'ouverture des réservations pour la période estivale à la SNCF, ça fait l'objet aujourd'hui d'un titre dans une matinale. Ça vous montre le poids acquis par cette période, ces activités-là. Est-ce que c'est, là aussi, est-ce que c'est comparable à ce qui se passe ailleurs en Europe, pour prendre une zone un peu de comparaison? Et est-ce que finalement, c'est pas un peu le sens de l'histoire, au long cours, de petit à petit diminuer le nombre d'heures travaillées, quoique ça ne diminue pas pour tout le monde, enfin, voilà. Et puis, évidemment, compenser par autre chose. Alors, effectivement, c'est une tendance, on l'a dit, historique. On se souvient de la journée des 8 heures, qui était un combat au début du XXe siècle, etc., qui concerne tous les pays développés, avec peut-être quand même, encore une fois, là, quelques spécificités françaises, des décisions de politique publique fortes sur les 35 heures, par exemple, et puis le réagencement de notre modèle économique, qui fait que, de par notre situation géographique, on a un secteur touristique et un secteur récréatif qui s'est considérablement étoffé.
Et donc tout ça accentue encore un peu plus, je pense, les tendances qu'on peut constater dans d'autres pays. Alors, pour essayer de mettre des chiffres sur ces impressions, on peut regarder ce tableau qui montre à 30 ans d'écart les réponses de sondage quand on interroge les Français en demandant sur certains, comme on dit dans notre jargon, items, est-ce que chacun de ces sujets, chacun de ces items est très, assez, peu ou pas du tout important dans votre vie. Et donc là, on vous a représenté dans le tableau uniquement les réponses. Ce sujet, cette question est très importante dans ma vie. Alors on voit qu'en 30 ans, la centralité de la famille a un peu baissé, mais elle reste majeure. Se maintient, oui. Le travail, là, on est sur un décrochage spectaculaire. En 1990, 60% de Français disaient « le travail est très important dans ma vie ». En 2021, on n'était plus qu'à 24%. On a reposé la question il y a quelques mois, on est tombé à 21%. Donc entre-temps, il y a eu les 35 heures, mais il y a eu aussi tout le reste sur lequel on va revenir. Vous regardez, les amis et les relations, ça se maintient. On voit que les loisirs ont gagné du terrain, 10 points, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 90, il y avait un rapport de 1 à 2 entre travail et loisirs, en termes d'intensité, d'importance, et qu'aujourd'hui, on n'est pas 1 à 2, mais pas loin, en sens inverse, au profit des loisirs. Alors quand seulement 21% des Français vous disent le travail est très important, on en a plus de 60% qui vous disent c'est assez important. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas désengagés et ils ne se sont pas détournés du travail. Ça reste important, mais la centralité a beaucoup reculé. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la semaine, c'est ce qui est entre les week-ends et les RTT. C'est comme ça qu'on a inversé les choses. En même temps, excusez-moi, pour accéder à la société des loisirs, il faut bien pouvoir travailler quand même, sauf à la part d'être entier, mais sinon, voilà. Alors, on est là-dessus. On est là-dessus, c'est-à-dire une société, encore une fois, qui tourne sur la consommation de biens matériels ou d'activités récréatives ou tourisme ou autres. Et puis une part très importante de la population qui n'a pas forcément les moyens d'accéder à tous ces standards. D'où les crises sociales à répétition. Et de notre point de vue, la crise des Gilets jaunes, c'était la quintessence de ça. C'était une France qui, comme l'aurait dit un ancien président de la République, se lève tôt, qui prend sa voiture pour aller travailler. Quand ils sont en couple, il y avait 2 actifs, et qui nous disaient dans toutes les enquêtes et dans tous les reportages qu'on a vus sur les ronds-points, une fois qu'on a tout payé, il ne reste rien. Il ne reste rien pour les loisirs. Alors, on pouvait s'interroger sur le niveau de rémunération, encore une fois, sur les types d'emplois occupés. Et puis aussi sur une fois qu'on a tout payé, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le tout payé, avec une augmentation très substantielle du panier moyen de biens et services exigibles dans l'imaginaire collectif pour se sentir être dans le coup ou dans la partie. Donc on est là-dessus. Alors, cette perte de centralité du travail, et je parle devant des syndicalistes, elle n'est pas liée uniquement à le développement de cette société de loisirs qui nous aurait fait relativiser le travail. Elle doit aussi interroger cette perte de centralité sur ce qui s'est passé sur le lieu de travail au cours de ces 30 dernières années. C'est-à-dire que la relation que les Français ont au travail, tout ça a changé très fortement. Et le Covid, avec le télétravail, le chômage, est venu accentuer. Mais on va présenter quelques chiffres. Là aussi, à peu près sur la même période, début des années 90-2022, à l'époque, en 1993, on demande aux salariés, aux Français, est-ce que vous avez le sentiment que par rapport à ce que vous donnez dans votre travail, vous êtes plutôt gagnant dans l'affaire par rapport à ce que vous recevez, en gratification financière, symbolique ou autre? Vous êtes plutôt perdant? Ou est-ce que le deal, la transaction est équilibrée? À l'époque, sans trucage, comme dirait l'autre, tout se passait bien, puisqu'on a 54% des Français qui disaient que c'était équilibré. Et parmi la moitié qui disent que ce n'était pas équilibré, c'était moitié-moitié. Je suis perdant ou je suis gagnant. Donc il y avait une relation qui était équilibrée avec l'employeur. On a reposé la question 30 ans plus tard. Aujourd'hui, il y a encore
4 Français sur 10 qui nous disent c'est équilibré, mais on a perdu 15 points. Les gagnants ne sont plus que 13% dans la transaction. Et en revanche, ceux qui se considèrent comme étant perdants dans le deal sont devenus majoritaires à 48%. Et donc ça dit aussi beaucoup de choses sur le rapport au travail, et le fait qu'on s'y investisse peut-être un peu moins et que le travail ait perdu sa centralité, parce qu'on a l'impression de ne pas en avoir, si je puis dire, pour son argent. On subit une situation. On subit une situation. Plus qu'on la vit. Il y a bien évidemment la question des salaires, qui est majeure, mais vous savez très bien que la question de la reconnaissance, ça va bien au-delà des salaires. Oui, bien sûr. Et donc, autant dans nos enquêtes internationales, quand on compare les réponses des salariés français à celles des salariés européens, on est dans la moyenne sur est-ce que vous êtes satisfait au boulot, c'est à peu près, ou de votre travail, c'est à peu près, on est au même niveau. Autant là où on a une vraie spécificité française, c'est quand on pose la question de avez-vous le sentiment d'être suffisamment reconnu dans votre travail? Et donc là, les salariés français sont très en deçà des moyennes européennes, et même quand on compare aux Américains. Et donc ça doit interroger aussi, je parle devant des cadres, des agents de maîtrise, sur le modèle de management à la française, qui est un modèle très vertical, très descendant, qui est beaucoup dans le contrôle, où on ne célèbre pas forcément souvent les succès, il y a beaucoup de reporting, et tout ça pèse énormément. On a entendu beaucoup, à différentes occasions, beaucoup de souffrances dans toute une série de catégories de salariés sur le thème de la perte de sens de leur travail. J'ai en tête, par exemple, le cas des infirmières qui disaient « Je me suis engagé dans ce métier pour soigner des gens et aujourd'hui, je passe la moitié de mon temps à remplir des fichiers Excel et à faire du reporting. » Et donc ça, il y a donc à la fois ce manque de reconnaissance salariale, on le voit dans les hôpitaux, mais aussi la perte de sens. Dans des branches comme les vôtres, mais dans plein d'autres secteurs, un autre secteur où la CFE-CGC est bien implantée, dans la banque, ce serait le même sujet. Oui. On voit comment, en 30 ans aussi, les process, le reporting, les normes se sont considérablement étoffés, alourdis, et on fait perdre le sel du métier. En disant, moi, ce qui me plaît, c'est d'être sur une machine, d'être sur mon chantier, et là, je suis en pilotage de projet, en permanence, et quand j'y réfléchis bien, ce job, finalement, par rapport à il y a 10, 15 ou 20 ans, il a perdu de son attrait et il a perdu de son intérêt. Vous ajoutez à cela, petit clin d'œil au débat très chaud du moment sur la réforme des retraites, pendant ces 30 dernières années, on a vu aussi se succéder les plans de départ volontaires, les plans de pré-retraite, qui ont aussi sans doute, dans les familles, fait relativiser la part de l'importance du travail. Beaucoup de gens qui aujourd'hui ont 30 ou 40 ans ont vu leurs parents beaucoup donner à leur métier et puis être remerciés, pas forcément très gracieusement, arriver à 55 ans, etc. Et donc tout ça, bien évidemment, marque une société avec des gens qui disent « Ah, nous, on ne nous la fera pas et on va juste donner ce qu'il faut », puisqu'on voit bien que dans la transaction avec le travail, où l'employeur, aujourd'hui, on a le sentiment de ne pas être gagnant. Autre manifestation de ce relatif malaise, on n'a pas eu, comme aux États-Unis, la grande démission, même s'il y a un turnover qui n'est pas négligeable. En revanche, on est frappé par l'extraordinaire boom de la création d'entreprises en France. L'auto-entrepreneuriat, et qui, sans doute, s'explique par la volonté d'autonomie, d'indépendance et de latitude de toute une partie des salariés, qu'ils soient cadres ou non cadres, qui disent « j'en ai marre d'être dans une structure qui est hyper figée, hyper rigide, hyper processée, et quitte à rester un peu dans le même univers professionnel, je vais essayer de me mettre à mon compte pour maîtriser mon temps et avoir une prise sur ma vie que je ne considère plus avoir dans l'entreprise. » L'heure aux réalités. Alors, nous, on ne se prononce pas sur le fait de savoir s'ils vont vraiment s'épanouir, parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont sans doute déchanter. On sait que là, on est sur le nombre de créations. On voit que beaucoup de ces entreprises de taille individuelle périclitent.
Mais ce qui nous intéresse, c'est le signal qui est envoyé. C'est-à-dire que s'il y a autant de création, c'est bien que la forme salariat traditionnelle a perdu de son lustre. On pourrait poursuivre l'analyse. Protectrice, pourtant. Alors, tout à fait protectrice. Et justement, j'allais y venir. Vous savez que pendant très longtemps, une partie des organisations syndicales disait c'est un scandale, les employeurs n'embauchent plus qu'en intérim ou en CDD, et il est très difficile d'avoir un CDI. Et depuis le Covid, l'impression qu'on a une inversion complètement de polarité. Vous discutez avec des DRH, et notamment dans les jeunes générations de futurs embauchés, beaucoup de salariés, alors c'est pas la majorité, mais ne souhaitent plus être en CDI et préfèrent opter pour l'intérim. Ce qui en dit long aussi sur le changement du rapport au travail. Alors, quand il s'agira de demander un prêt à sa banque, voilà, etc., ce sera plus compliqué, mais des choses qui paraissaient complètement impensables il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde aspire à l'intérim. Est-ce que ça ne traduit pas le fait que, alors j'en fais partie, hein, les anciennes générations considéraient qu'ils devaient tout à l'entreprise et l'entreprise leur rendrait bien, que nos enfants se sont rendus compte, voilà. ben non. Voilà. Au fond, tant qu'à faire, c'est pas vous qui allez me devoir quelque chose, c'est moi qui vais m'assumer et je vous dois pas grand-chose au fond. Finalement. Voilà. Et alors, si on faisait un parallèle douteux avec la vie personnelle, c'est-à-dire on se marie plus avec son entreprise, on est en union libre. Et donc on est un peu là-dessus aujourd'hui. Et là aussi, ça doit interroger les entreprises et le management sur comment on prend en charge ce nouveau rapport au travail, ces nouvelles attentes. Alors, c'est particulièrement aigu dans les jeunes générations, mais on aurait tort de penser que c'est que la génération X, Y, Z, là, qui partage ce type de constat. Pour qu'on ait des chiffres aussi imposants que ceux qu'on voit, on est là-dessus. Et vous... non, mais on peut vous témoigner qu'il y a effectivement des seniors ou de personnes qui rentrent dans la seniorité, qui sortent quand même de l'entreprise, qui disent « ras le bol, et puis je vais faire autre chose ». Alors, soit je monte mon entreprise, regardez, alors on est plutôt sur des seniors assez expérimentés ou qui étaient sur des niveaux de responsabilité importants. Justement, donc on devrait dire c'est eux qui croient le plus en l'entreprise, qui aujourd'hui se tournent de plus en plus, par exemple, sur des formules comme le management de transition, pour dire, voilà, je vais finir ma carrière, j'étais 4 dirigeants, et je vais être dans une entreprise de manager de transition pour aller sur des missions ponctuelles dans différents univers professionnels, parce que je trouve plus de sens et d'épanouissement à la grosse structure dans laquelle je me trouvais jusqu'à présent. Donc tout ça bouge quand même assez fortement, et donc c'est pas lié uniquement au paysage qui a changé avec l'avènement de la civilisation des loisirs, c'est aussi ce qui s'est passé depuis 30 ans dans les entreprises, dans les collectifs de travail. Et la crise Covid n'a fait qu'accélérer les choses. On pourrait même dire que de plus en plus de groupes, d'ailleurs, entretiennent à leur périphérie une population très souple, capable de s'adapter avec effectivement des formes de contrats différentes. Il est plus facile de gérer un contrat que de gérer un contrat de travail. Voilà, et de proposer une carrière avec des perspectives, etc., etc. Mais alors qu'avant, cette situation était un peu subie par les salariés, aujourd'hui, on a le sentiment qu'une partie d'entre eux s'y épanouit plutôt et plutôt en demande de cette forme-là. Alors, ça a été un temps à l'avantage des directions des entreprises. Ça pourrait se retourner contre eux. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est aussi un collectif de travail. Et si ça se transforme en un hub autour duquel viennent s'agréger des freelances, c'est plus exactement une entreprise. C'est comment on fidélise, comment on crée un collectif de travail, etc. etc. Il y a des concepts de méta-entreprise, mais c'est plus compliqué à stabiliser quand même, et notamment du point de vue des compétences. Voilà, et pour l'instant, ça reste, à mon avis, à l'état de concept. Quand il faut lancer les choses et se projeter dans la durée, notamment dans les secteurs industriels, on demande une vision un peu à long terme, c'est plus compliqué. Autre élément, vous qui êtes militants syndicaux, qui est aussi important et qui témoigne d'une grande mutation de la météo sociale, il y a un sujet qui a complètement disparu de nos enquêtes d'opinion, c'est la question de la lutte contre le chômage.
Depuis 2 ans, cet item a disparu et il a été remplacé en haut de la pyramide par le pouvoir d'achat, mais il n'a pas été rétrogradé en deuxième place dans le tableau. Il est très très loin dans le tableau, avec aujourd'hui, du coup, l'argument qu'on a 1000 fois entendu, selon lequel si on n'était pas content, il y avait 10 personnes qui attendaient la place dehors. Aujourd'hui, les salariés, c'est le contraire. Ils se disent, moi, si je pars, je peux trouver, comme dans les années 70, assez facilement un job ailleurs, puisque matin, midi et soir, dans les médias, on ne cesse de parler de secteurs en tension. D'ailleurs, cette notion n'a plus de sens. Les secteurs en tension, les enquêtes de l'IFOP montrent que 80% des employeurs reconnaissent des difficultés de recrutement. Et donc ça change considérablement aussi l'équation, avec, certes, encore pour certaines catégories de salariés, dans des postes peu rémunérés, des métiers précaires, la peur du licenciement, mais cette inquiétude-là qui pesait comme une épée de Damoclès jusqu'à il y a encore 3-4 ans, en sortie de Covid, semble avoir en grande partie disparu, ce qui est quand même assez stupéfiant. On a appris à l'école que le chômage frictionnel, c'était aux alentours de 3%. Aujourd'hui, dans le modèle français, avec une protection sociale qui est quand même assez étendue, on est à officiellement 7 à 7,2% de chômage, et on a 80% des entreprises qui peinent à recruter. Oui. Donc, comme si le chômage frictionnel dans la France post-Covid, c'était aujourd'hui 7%. Ce qui dit aussi beaucoup. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas tant la quantité en matière d'offres d'emploi que la qualité qui fait hésiter tel ou tel à partir dans tel poste plutôt que dans tel autre? Alors, c'est le cas de l'industrie, hein. On manque absolument de bras à peu près partout. Mais partout, et donc je pense que là, pour le coup, on peut appliquer la vieille loi économique de base qui est celle de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'offres que de demandes d'emploi, et que donc toute une partie des salariés peuvent se faire plus exigeants dans les emplois, les postes qu'ils occupent. Puisque, un peu comme dans les années 70, en disant il y a pléthore d'emplois, et donc si j'ai pas eu l'augmentation que je voulais, ou si mon aménagement de mon rythme de travail n'a pas été accepté, eh bien après tout, je ne suis pas scotché dans mon entreprise et je peux aller voir ailleurs, alors que cette prise de risque était beaucoup moins évidente il y a 5 ou 6 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes sans emploi aussi, quand même. Une masse énorme de jeunes sans emploi. Ils deviennent quoi Alors, ils ne sont pas comptabilisés forcément dans les 7%, parce qu'ils ne sont pas forcément tous indemnisés. Et donc, ça fait partie aussi de notre modèle social. C'est-à-dire qu'on a des airbags comme ça qui se combinent. Et dont une partie de la population bénéficie aujourd'hui. Alors, pour essayer d'être le plus objectif possible, on a dit perte de centralité du travail, mais on pourrait nous rétorquer à juste titre, et les choses ne sont pas contradictoires, qu'il n'y a jamais eu autant de Français au travail. D'après les statistiques, on est sur un taux de chômage qui est très bas. Alors, c'est lié en partie dans les jeunes classes au fait que l'apprentissage ait été boosté par des dispositifs fiscaux très avantageux, et que ces apprentis sont comptés comme étant en activité. Donc ça fait baisser le taux de chômage. Et à l'autre extrémité de la pyramide des âges, on a aussi les effets différés de la réforme de 2010 sur les retraites, qui fait que, comme on appelle cela l'horizon, il y a un effet d'horizon qui a été reculé. C'est-à-dire qu'avant, on était à 52, 53 ans, on était senior à l'entreprise quand l'âge de départ était à 60. Quand on est à 62... Voilà, 55, 56. Donc, mais de la même manière que on a énormément de Français qui aujourd'hui sont au travail, le travail a perdu de sa centralité. Donc c'est pas contradictoire. C'est-à-dire il y a plus de monde qui est au travail. Néanmoins, le travail est devenu moins important dans la vie des Français. Et autre élément de l'équation, la peur du chômage ayant diminué, on se sent davantage autorisé aujourd'hui en tant que salarié à jouer du rapport de force dans la négo avec son employeur. Je trouverais bien, avec des choses qui sont parfois assez étonnantes dans la mesure où
l'horizon de recherche, l'univers de recherche d'emploi, aujourd'hui, c'est considérablement élargi et on ne cherche plus forcément à retravailler dans le secteur dans lequel on a commencé. Là aussi, on voit bien que, du coup, comme le travail perd un peu de sa centralité, c'est plus uniquement ça qui va définir mon identité. Et donc, je peux très bien aller travailler ailleurs. Moi, on a à l'IFOP l'exemple de certains de nos clients qui étaient notamment une grande enseigne de bricolage, qui nous disait qu'aujourd'hui, leur concurrent principal dans le recrutement de magasiniers ou de chefs de rayon, c'était McDo. Et donc ça, on ne l'aurait pas vu il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans la restauration restaient plutôt dans la restauration, ceux qui étaient dans la... etc. Donc ça montre, là aussi, encore une fois, que le lien au travail a évolué, qu'il ne définit plus autant qu'avant votre trajectoire et que vous pouvez très bien bifurquer, aller travailler. Alors après, si vous avez acquis des compétences particulières avec des formations idoines dans des secteurs notamment comme les vôtres, il y a quand même un coût très important à partir dans un autre secteur où vos grades, vos qualifications ne seront pas forcément valorisées. Mais pour pas mal d'emplois qui sont peu qualifiés, aujourd'hui, beaucoup de salariés ne se ferment plus les portes comme ils pouvaient le faire par le passé. D'accord. Oui, il y avait une espèce de déterminisme de la formation initiale qui induisait une trajectoire dans une filière donnée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors c'est moins le cas, manifestement. Et s'il n'y avait pas forcément de formation initiale pour les moins formés, c'était des habitudes qui avaient été prises en disant je travaille dans tel secteur et mon CV sera plus valorisable dans une entreprise concurrente. Alors qu'aujourd'hui, vu la pénurie de recrutement, des employeurs aussi qui auraient dit nous on embauche que des gens qui ont déjà une expérience dans notre secteur, aujourd'hui ils ne sont plus forcément en situation de faire la fine bouche et ils se disent du moment que les gens veulent travailler, même s'ils viennent dans un secteur qui n'est pas le nôtre, eh bien, on va prendre le temps de les former, mais j'ai absolument besoin de gens. Et donc c'est quand même un changement d'atmosphère et d'ambiance qui est très, très important.